Allez, bonjour et bienvenue à une autre émission. Et je suis content d'être avec vous. Nous allons parler en collaboration toujours avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. J'ai le plaisir d'accueillir à l'émission M. Mensa Emezzo, qui est enseignant. Lui représente le programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant. C'est voilà. Bien ça, on dit le PIPNPE. Le PIPNPE. Oui, c'est un terme. À chaque fois qu'on a nos rencontres, comment est-ce que vos équipes s'appellent déjà? C'est le PIPNPE. J'espère que peut-être qu'avec c'est un programme déjà, une initiative ministérielle, ministère de l'Éducation de l'Ontario. Oui, effectivement, c'est un programme du ministère. Oui. Et puis, vous êtes affilié au CE, donc depuis pratiquement bientôt une dizaine d'années. Oui, j'ai commencé en 2015, octobre 2015 au Conseil. Oui. Bon mois de l'histoire des Noirs. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ce mois, le mois de février? Le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, c'est une occasion d'appuyer un peu plus ce que nous apportons en tant que personnes issues de la diversité les gens d'ascendance africaine, ce que nous apportons à la société canadienne, ce que nous apportons à la société ailleurs aussi. Mais avec notre passé, notre présent et la projection vers l'avenir. Oui, effectivement, c'est ça. Nous sommes juste des gens comme les gens. Oui. Comme dirait l'autre. Vous êtes particulier parce qu'avant qu'on prépare l'émission par revenir là-dessus, c'était aussi écrivain, et puis vous avez deux titres phares que vous avez, qui sont des titres qui sont des sujets d'émission. Vous en avez fait des livres. Et donc, par exemple, le premier qui était la loi du bouc émissaire qui a été publié en 2007, qui a permis à construire une école. Oui, c'était un projet fou. Donc on était des étudiants, on a dit, OK, allez, on va aller construire une école au Togo. On s'est mis ensemble, on a publié les livres, on a ramassé de l'argent et on a construit 8 classes d'école dans mon pays d'origine. Oui. Bravo et félicitations. Ça, les petits gestes, vous savez, les petites mains là, qui font plein de choses. Donc, parfois, pendant un mois comme celui-ci, on ne les voit pas. Oui. Mais parfois, ce mois-ci, c'est aussi pour célébrer les gens comme ça. Ah, OK. Non, ça a été c'est un plaisir d'en parler, oui. Et en plus, vous avez un autre. Dites-leur que je suis québécois. Oui. En Ontario, bientôt, ce sera le prochain. Dites-leur que je suis québécois. Oui, le prochain devrait être dites-leur que je suis franco-ontarien. Franco-ontarien, oui. Le deuxième est sorti en 2017 aux éditions de l'Homme. Et ça parle de mon parcours en tant que personne issue de l'immigration, de mon pays d'origine, le Togo, en passant par la France, ensuite le Québec, et maintenant je travaille en Ontario. C'est tout ça que j'aime bien l'univers francophone. Oui, je suis héritier de 3 continents et de diverses francophonies, oui. Alors, en tout cas, merci d'avoir accepté de passer à l'émission et merci surtout à l'institution dans laquelle vous êtes impliqué, avec laquelle vous travaillez, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, qui, avec cette collaboration, nous a permis de faire votre rencontre. Le programme, il accueille beaucoup de gens, des anciens, ils viennent de plusieurs horizons. Donc, il y a l'orientation, il y a l'apprentissage, il y a le mentorat. Oui. On commence avec quoi pour avoir une discussion avec quelqu'un qui est issu de ce programme-là? On peut déjà commencer par le début, c'est-à-dire à quoi consiste ce programme-là. Donc, l'objectif du programme, c'est vraiment d'accompagner tout nouveau enseignant ou bien une nouvelle enseignante dans son insertion professionnelle au niveau du conseil. Donc, on leur fournit les ressources qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut afin qu'ils puissent ou qu'elles puissent développer le sentiment d'autonomie, le sentiment de compétence et le sentiment tout simplement d'appartenance. Parce qu'il faut qu'ils sachent que, oh, OK, je suis capable, je peux faire la différence dans la vie de cet élève, dans la réussite de l'élève, pour qu'ils se sentent bien. Et parce que notre objectif, c'est de les garder pour 20 ans, 30 ans. Donc, s'ils n'ont pas le sentiment de compétence, ils vont partir, ils vont abandonner la profession. C'est ce qu'on voit selon notre syndicat, la UFO. Il y a, de mémoire, il y a un enseignant sur 4 qui démissionne au bout de 5 ans. 5 ans, oui. Parce que ce n'est pas toujours évident d'être celui qui prend soin de ceux qui doivent prendre soin. Donc, effectivement. C'est une lourde responsabilité qui n'est pas donnée. C'est un sacerdoce même. Oui. En tant qu'enseignante, on a notre formation, bien entendu, à l'université. Mais une fois qu'on rentre sur le terrain, on voit que c'est une autre
diversité. Ouais. Et ça se multiplie par deux pour les enseignants qui sont issus de l'immigration parce qu'ils viennent d'un autre pays, ouais. d'un autre système et doivent s'adapter au système canadien. Donc ça fait, à mon avis, un double poids pour ces enseignants-là. Je vois sur mes notes ici qu'au niveau de l'orientation, vous avez un comité d'accueil, vous avez une orientation systémique et puis une orientation locale. Oui. Il y a le local et au-delà du local. Oui. Donc, l'orientation systémique, c'est le conseil qui organise ça. Donc, notre employeur prend une journée pour accueillir le nouveau membre du personnel. Et là, on a notre directeur général qui est là, les surintendants qui sont là, ouais. les ressources humaines sont là, le service de paie est là pour répondre aux questions du nouveau membre du personnel et puis le guider et l'orienter. Ouais. Ça lui permet d'avoir un repère et surtout, ça le rassure ouais. par rapport à ses besoins. OK, je sais à qui m'adresser pour ça et ça. Mais au niveau local, il y a la direction de l'école qui accueille l'enseignant bien avant la rentrée, lui faire une visite de l'école, de repérage. Montre les locaux. Oui, ouais. Là, voilà, ici, là. Les choses aussi simples que la photocopieuse. Comment fonctionne la photocopieuse? Ouais. On va lui montrer ça. Et aussi, on doit lui donner quelle est la culture de l'école, quel est le fonctionnement de l'école. Ça va permettre, une fois de plus, à l'enseignant d'avoir un repère et de pouvoir fonctionner dans cette école-là. Ça, c'est l'accueil local que la direction offre. Et puis, il y a l'autre point qui est l'apprentissage professionnel, oui. Qui a comme des journées de formation, 4 journées de... Effectivement. Donc, nous, au pays PNPE, on a 4 formations qui sont obligatoires et des formations qui sont facultatives. Donc, les thèmes des formations obligatoires sont, entre autres, l'évaluation, la gestion de classe. Avant, on disait en France la difficulté, mais on parle maintenant d'éducation spécialisée, ALF, PANA, ouais. Voilà. Ouais. Donc, on a tous ces thèmes-là qu'on met sous forme de formation pour les outiller afin de pouvoir naviguer dans ces dossiers. Ce que j'aime dans ce que vous êtes en train de nous partager avec nous, c'est que le domaine et l'institution prend le temps de se remodeler, de s'ajuster, oui. D'être toujours à la page. Effectivement. Ça, c'est particulier, c'est un bon modèle, ça. Tant mieux si c'est apprécié. Parce qu'on a souvent l'impression que parfois, quand on est à l'extérieur des choses, que rien ne bouge, les choses n'avancent pas. Non, on a beaucoup changé. Moi, j'ai commencé en 2015 et ce dont je parle, ce sont des choses que je n'ai pas vécues. Ce sont des choses qui ont été mises en place au fur et à mesure. Donc, on essaie en tant qu'employeur, en tant que conseil, de nous améliorer, de mieux accompagner. Parce que la réalité des enseignants qui sont issus de l'immigration, on n'en avait pas autant à l'époque, mais presque, je dirais 50-50. La majorité de ceux qu'on recrute actuellement nous viennent de l'étranger ou bien sont issus de l'immigration. Et ce qui nous impose un réajustement, un réaménagement, une mise en contexte perpétuelle et contextuelle, souvent. Oui, on a un programme même particulier qui s'appelle le mentorat de la diversité, qui s'adresse à ces enseignants-là, où des enseignants qui ont réussi dans le système les accompagnent pendant 2 journées pour leur dire, OK, voilà les défis que j'ai rencontrés, voilà les stratégies que j'ai pu mettre en place pour réussir à m'intégrer au Canada, voilà les différences culturelles qu'on a, la différence pédagogique, ici, il va pouvoir t'ajuster comme ça. Donc, on a des mentors qui les accompagnent. Et ça n'existait pas avant. Donc, quelqu'un qui vous tient par la main. Oui. Et qui s'assure que si vous avez une question, si vous avez parfois des doutes sur est-ce que j'ai fait la bonne intervention ou je n'ai pas, vous donnez juste une idée, un deuxième œil ou un troisième regard. Donc pour s'assurer que les choses sont, tous les aspects de solutionner un problème, par exemple, sont pris en compte. Effectivement, oui, c'est ça. Oui, faire ses premiers pas dans l'enseignement peut être à la fois excitant, on est dans un domaine, on va passer le savoir, mais ça peut être intimidant aussi. Oui, non, ça peut être très, très intimidant, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et comment le programme, alors, comment le programme aide les nouveaux enseignants donc, à s'adapter à leur nouveau rôle qu'ils ont à jouer, à être ceux et celles qui vont former les citoyennes et les citoyens de
qui vont prendre la relève. La relève. Ben, je pense que les volets dont vous avez parlé, c'est vraiment notre outil, parce que notre but, c'est de les outiller pour qu'ils puissent réussir, de les outiller pour qu'ils puissent développer leurs compétences. Donc, en parlant de l'orientation, au niveau du conseil, ça leur permet d'avoir leurs repères, ça les rassure, parce que l'aspect émotif aussi est très à considérer. Oui, à considérer. Ouais. Donc, si on baisse le stress, on rend les gens beaucoup plus efficaces. Mais le plus important, à mon avis, c'est le mentorat. Ouais. Donc, on organise un système de mentorat. On a même 4 volets, 4 types de mentorat. Le mentorat courtier, c'est l'enseignant qui est dans l'école, qui peut accompagner. Donc, l'enseignant connaît la culture de l'école, le fonctionnement de l'école. C'est vraiment indiqué pour pouvoir l'accompagner. Mais on a aussi les enseignants à la retraite. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui est disponible. Ceux qui ont eu l'expérience avant. C'est ça, ils ont dit, 30 ans d'expérience. Je peux encore être utile. Oui, et je retourne aider quelqu'un qui vient de commencer. Donc, très disponible pour venir faire des observations en salle de classe, donner la rétroaction. Mais on a aussi des mentors disons, sur une base facultative où on peut dire consultative, voilà. C'est des mentors consultatifs en termes de technologie, parce que des fois, la technologie peut être un défi en termes d'éducation spécialisée, parce que c'est parfois aussi des défis. La technologie s'est invitée à l'enseignement aujourd'hui. Oui, c'est ça. Elle prend le lead. Et donc, chaque enseignant doit être... c'est un parcours de combattant, de se remettre à jour, de se mettre de mise à jour continuelle. En fait. Oui, effectivement. Donc, on leur donne l'opportunité de pouvoir avoir un mentor pour les guider dans ce sens-là. Et comme je l'ai dit tantôt, on a un système de mentorat pour les enseignants qui sont issus de l'immigration aussi. Ouais. Et donc, il y a l'orientation, l'apprentissage, le mentorat, et tout ça pour que l'enseignant soit aussi performant et mieux pour accompagner l'élève. Oui, parce que n'oublions pas, c'est la réussite de l'élève qui est notre objectif. Et pour que l'élève puisse réussir, il faut que l'enseignant puisse avoir les stratégies qu'il faut pour l'accompagner. Et surtout qu'en début d'entretien tout à l'heure, vous avez dit que sur 5 ans, il y en a au moins 1,5 qui peuvent nous... Oui, qui peuvent donc, il faut une rétention. Oui, il faut une rétention. Et la rétention, de mon point de vue, ça passe par ce sentiment d'appartenance, de dire, OK, j'appartiens à la communauté, j'ai ma place, et parce qu'il y a mes collègues qui me valorisent, on reconnaît ce que je fais. Ça passe par le sentiment de compétence, parce que je fais la différence dans la vie des élèves. Les élèves réussissent grâce à moi, donc ça me permet de dire, OK, je suis utile, je reste en poste. Mais si tu n'as pas ce sentiment-là, tu vas laisser tomber. C'est ce qu'on remarque. Et, je pense que j'apprécie vraiment le fait que vous êtes venu nous parler de cet aspect-là au niveau de l'enseignement. Ça rassure non seulement les parents que je suis et les parents qui sont en train de vous écouter, les élèves également, et toute l'institution, ça crédibilise. Monsieur Mensa Emedzo, donc avec votre permission, on va prendre une courte pause et on revient pour la deuxième partie de l'émission. Vous ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause. Bonjour et donc à l'émission, donc toujours accompagné de Monsieur Mensa Emedzo, donc enseignant au CECCE. Donc on parlait de la formation des enseignants parce que ça prend qu'ils soient bien formés, qu'ils soient bien entretenus, puis qu'ils sachent exactement comment transmettre cette formation sur les élèves. Et puis tout ça, c'est réglementé par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Donc allons-y sur la formation des enseignants, Monsieur Emedzo. Le programme comprend 3 volets. Il y a l'orientation, l'apprentissage professionnel et le mentorat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment chacun de ces volets contribue à soutenir, en plus, le développement professionnel du nouveau enseignant que, par exemple, monsieur et madame, tout le monde veut devenir ou être? Donc, le mentorat, on en a parlé, l'orientation, on en a parlé, donc je vais m'appesantir un peu plus sur l'apprentissage professionnel. Exactement. Donc, quand on accueille les nouveaux enseignants, ce qu'on leur offre, c'est 4 formations obligatoires. La première de ces formations-là, c'est une orientation, on dit formation d'entrée en réalité, où on parle de manière
plus général. Ouais. Mais le jour 2, qui est la gestion de classe, ça c'est très important parce qu'on le sait, le défi de nouveaux enseignants, généralement, c'est la gestion de classe. Ouais. Donc là, on leur parle de comment est-ce qu'ils peuvent tisser les liens avec les élèves, comment est-ce qu'ils peuvent établir les règles et les procédures, comment est-ce qu'ils peuvent gérer les comportements, parce qu'il y en a des comportements dans les salles de classe. Tout n'est pas toujours rose. Non, non, pas ou du tout. Ou encore vert. Non, c'est ça. Donc, comment gérer les comportements et comment faire leur planification. Ouais. Et pour moi, c'est l'un des piliers des formations obligatoires qu'on leur donne, parce que vraiment, la gestion de classe, c'est un défi pour tout nouveau enseignant. Mais en même temps, il y a le jour 4 qu'on donne qui est spécifiquement dédié à l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue? Il faut voir le curriculum, il faut voir les attentes du curriculum, il faut aller chercher les ressources qu'il faut pour pouvoir accompagner l'élève. Et surtout, il faut la rétroaction après, parce que sans rétroaction, l'élève ne peut pas s'améliorer. Donc, on leur montre comment est-ce qu'ils peuvent gérer ces différents aspects-là. Et puis le jour 3 qui est dédié à l'éducation spécialisée, et les élèves qui sont PANA, ALF PANA. PANA, je pense que c'est ceux qui nous viennent de l'étranger. Donc, comment est-ce qu'on peut les accompagner? Donc, on leur montre toutes ces dimensions-là afin qu'ils soient outillés, parce que ce sont les réalités que ces enseignants vont rencontrer dans les classes, sur le terrain. Donc, on les outille pour pouvoir mieux affronter les différentes situations. Donc, ça, c'est ce que je mettrais dans la formation. Dans la formation. Et puis, donc, les enseignants, par exemple, ils viennent de quel genre de milieu? C'est vrai qu'on a parlé en général, ils sont aussi issus parfois du milieu de l'immigration, mais ils viennent comment? Je pense qu'il y a une bonne partie qui sont issus de nos écoles. Ce sont des anciens élèves qui deviennent enseignants ensuite. Oui, ça, j'en vois de plus en plus en ce moment. Bravo, ils prennent la relève. Oui, c'est ça. On en a. Il y en a qui nous viennent du Québec et des autres provinces aussi. Il y a beaucoup de Franco-Ontariens qui aussi sont sur place. Et comme on a dit, il y en a qui viennent de l'extérieur du Canada. Et donc, qu'ils soient d'un milieu comme de l'autre, ancien élève devenir enseignant. Tout le monde est dans le même panier. On passe par le PIPPE, font 4 formations obligatoires. C'est important, et des formations facultatives, comme le bulletin. Comment est-ce qu'on fait les commentaires au bulletin? Comment est-ce qu'on peut monter une évaluation? Tout ça, on leur montre dans Parce qu'en plus de venir de plusieurs coins, non seulement du pays, des régions du pays et du monde, il faudrait quand même s'entendre sur harmoniser la façon de fonctionner. Oui, je leur dis, il y a quand même une logique dedans. C'est ça. On dit souvent, en termes d'évaluation, c'est notre Bible, c'est faire croître le succès du ministère de l'Éducation. Et le curriculum, on ne peut pas déroger au curriculum. Donc, peu importe nos origines, peu importe d'où est-ce qu'on vient, il faut se plonger dans ce canevas-là pour avancer. Et je pense que dans un des points que j'aimerais qu'on aborde avec vous, l'orientation est une étape clé pour bien démarrer. Et on dit souvent quels sont les éléments essentiels de cette phase et comment permettent-elles donc, aux enseignants et enseignantes de mieux comprendre leur milieu, le milieu scolaire dans lequel pour mieux être plus performant et donner le meilleur d'eux aux élèves. L'orientation par le conseil, ça c'est vraiment pour les rassurer, pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants de leur contrat et de leur travail. Mais je reviendrai sur l'école, l'équipe école, l'accueil de l'orientation qui est donné dans l'équipe école. Donc, on présente l'enseignant à ses collègues. Qui est le responsable des dossiers? Par exemple, la personne doit enseigner le français. Qui est le responsable des dossiers du français? OK, tu peux aller consulter cette personne-là pour pouvoir voir tes planifications. Tu dois travailler avec les collègues qui enseignent le même cours ou bien le même niveau. À l'élémentaire, qui est l'enseignant de la 3e année? C'est telle personne. OK, tu vas aller travailler avec cette personne-là. Donc ça, c'est la responsabilité de l'école de pouvoir créer une cohésion au niveau de son équipe afin de faciliter la collaboration dans l'intérêt, bien entendu, de l'élève et de sa réussite. Et puis, j'y vois aussi également un jumelage des centres d'intérêt, un jumelage au niveau des niveaux d'apprentissage. Et pour, parfois, entre les pairs, on peut s'échanger certaines stratégies, ces ressources qui ont réussi. Et travailler sur s'il y a des manquements ou des ajustements à faire
donc il y a une certaine collégialité en fait. Oui, ça c'est essentiel. On ne peut plus travailler tout le monde dans son sillon ou bien réinventer la roue à chaque fois. Non, les ressources sont là, il faut les partager, il faut les améliorer et pour ça on a besoin de tout et chacun, le nouveau comme la personne qui est chevronnée. Oui. Et donc il y a également d'autres outils comme les formations. J'imagine qu'après avoir fait ça et qu'on a passé toutes les étapes, il y a d'autres formations, il y a un suivi après-vente. Ah oui. Donc, non, le PIPMP, c'est sur 2 ans et au terme de ces 2 ans-là, on est évalué. Une fois qu'on est évalué, là, on a l'inscription sur la carte de l'ordre que PIPMP réussit telle année. Mais là, on va continuer avec le perfectionnement professionnel de manière générale. Par exemple, je suis aussi chargé du dossier de littératie au CECCE. Et là, j'accueille les responsables des dossiers, des fois les enseignants de français pour leur perfectionnement. La dernière fois, on a fait une formation sur l'enseignement de la grammaire au secondaire. Donc, ça ne finit jamais. On se renouvelle, à chaque fois, on se renouvelle perpétuellement. Et après 5 ans, c'est une autre évaluation qu'on a suivre. Oui, c'est ça. Juste comme une mise à niveau pour voir les choses qui ont les nouvelles tendances, les nouvelles choses pour continuer à être le plus performant. Parce que, en fait, j'imagine que le conseil et les enseignants mettre l'élève au centre vraiment de l'apprentissage. Oui. Parce qu'un bon enseignant est aussi le produit d'un élève qui réussit. Effectivement. On a dit que nos élèves viennent nous remplacer en ce moment. Voilà. Donc, c'est ça. C'est en fait ça. Dans le niveau de... les technologies évoluent beaucoup. Oui. Et c'est pas toujours... comment vous faites pour savoir que cette technologie... Voilà le consensus qu'on va trouver pour la démarche aujourd'hui pour faire avancer telle façon d'enseigner, telle façon de... Dans vos rencontres d'enseignants, ça se passe comment? Au niveau des technologies, on s'adapte. Nous, au conseil, on utilise les suites Google de manière générale. Mais le gros truc en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Et là, comment est-ce qu'on va naviguer là-dedans? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les travaux des élèves soient authentiques? C'est leur propre production. C'est ça, leur propre production. En même temps, on ne va pas proscrire l'intelligence artificielle. Donc, comment on peut mettre cet outil-là au service de l'apprentissage? Ça, c'est ce sur quoi travaille l'équipe Transfo. C'est une autre équipe au CECCE et puis l'ensemble des enseignants. Donc, se servir judicieusement de l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait la dernière fois dans un reportage que quand la calculatrice est sortie, on ne voulait pas l'utiliser en salle de classe. On a obligé les élèves à calculer les choses alors qu'on peut juste taper. Donc quand Internet est venu, on ne voulait pas l'utiliser, on l'a utilisé. Donc l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non, ça va faire partie de l'éducation. Autant prendre le train en marche maintenant. Donc l'équipe Transfo travaille là-dessus. Pour suggérer une bonne collaboration. Aujourd'hui, donc c'est ça la collaboration est mieux que de l'interdire. Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. Ça va bien. Si je suis par exemple quelqu'un qui, l'enseignement, avec tout ce que vous venez de partager avec nous, l'enseignement m'a toujours intéressé, mais je me questionne, transition de compétences, transition de milieu d'emploi. Quel conseil vous donnerez à monsieur, madame, une dame qui vous regarde maintenant et qui dit je pense que monsieur Mensah m'a convaincu. Alors moi je dirais tout d'abord alléluia, c'est bien que quelqu'un ça peut susciter des vocations. Donc pour le changement de carrière, on a la faculté d'éducation, que ce soit à l'Université d'Ottawa ou bien dans les autres universités. En ce moment, c'est 2 ans pour la formation en enseignement. Donc, il faut voir selon le diplôme qu'on a déjà à la base, en somme. Mais la pénurie de nos jours est telle qu'on embauche même des personnes qui n'ont pas encore la qualification, qui sont en lien avec notre ordre pour pouvoir s'intégrer. Donc, je vais encourager les gens à s'inscrire à la faculté pour pouvoir venir nous aider parce qu'on a vraiment besoin de bras en ce moment en enseignement, surtout en milieu minoritaire. On a besoin de bras. En terminant, donc, quels sont les sujets abordés lors par exemple des journées de formation et comment sont-elles
adapté aux besoins des enseignants en début de carrière. Parce que maintenant, il vous a écouté et ils sont venus à la porte pour cogner à la porte pour dire on veut rentrer, on fait comment? Alors, quels sont les sujets dont on parle? J'ai déjà évoqué la gestion de classe tantôt, on a parlé de l'évaluation, on a parlé de ALF, PANA et même de l'éducation spécialisée, de l'intelligence artificielle et autres. Mais on a d'autres sujets. Quelles sont les techniques à fort impact? C'est-à-dire, si je suis enseignant de français, quelles sont les techniques qui ont un fort impact sur la réussite des élèves? Donc ça, c'est l'enseignement explicite. C'est important de pouvoir aller avec l'enseignement explicite. C'est important de pouvoir y aller avec une bonne rétroaction judicieuse. Donc la rétroaction à l'élève, on doit en parler aussi aux parents. Il faut informer les parents de la réussite de leurs élèves et autres. Comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer? Donc on a différents thèmes qui font en sorte que on ne s'ennuie pas en tant qu'enseignant. Je pense qu'on peut continuer la conversation. On peut faire une autre émission ou trois. Et ce que je constate chez vous, c'est que vous êtes un enseignant passionné. Alors je voudrais qu'en 30 secondes, vous passiez cette passion à ceux qui nous écoutent pour terminer l'émission. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a poussé à l'enseignement? C'est un enseignant de français qui était dans ma salle de classe. Il me faisait rire, il me faisait travailler, de telle sorte que ça me dit « Oh, je veux être comme lui ». Donc, si vous entendez que l'enseignement vous passionne, la réussite des élèves vous passionne, je vous dis, allez-y, on a besoin de vous. C'est tout est une question de passion. Quand on est passionné, on ne peut que bien faire. En tout cas, merci encore avec ce mot d'espoir, Monsieur Mensa Emedzo, donc enseignant au Conseil des écoles catholiques du Centre Est. Merci de nous avoir visités. Puis vous, j'espère que vous avez aimé l'émission et que vous allez être le prochain enseignant. Donc, on vous attend. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.